Un appel, une voix et une question devenue culte. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Depuis Scream, le cinéma d'horreur n'a plus jamais été le même. La saga Scream, c'est plus de 25 ans de meurtres, de twists et surtout une manière unique de jouer avec les codes du slasher. Mais aujourd'hui, une question se pose. Quel est le meilleur film de la saga? Mais surtout, le pire. Et oui, c'est enfin le top de la saga Scream, je vous l'avais promis, et bien entendu, il y a le 7 inclus dedans. Donc j'ai attendu la sortie du 7 pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai hâte de voir justement vos réactions dans les commentaires. Surtout, dites-moi quel est votre Scream préféré, puisque j'ai envie de savoir quand même. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, et d'activer la petite cloche. Bah oui, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence le classement de la saga Scream, et c'est maintenant. Alors, il faut savoir que ce classement est personnel, c'est-à-dire que c'est mon ressenti, c'est mon classement à moi sur ce que j'aime et ce que j'aime le moins. Mais c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre classement de la saga Scream pour pouvoir justement parler de vos films préférés ou alors vos pires films de la saga Scream. Allez, on commence à la 7ème position, et bien j'ai mis Scream sorti en 2022. À la dernière place, on retrouve Scream 5. Aussi appelé Scream tout simplement, un choix déjà très méta, puisque le film joue directement avec le concept de requel, c'est-à-dire un mélange entre reboot et suite. L'histoire se déroule à Woodsboro des années après les événements des premiers films. Une nouvelle série de meurtres commence et cette fois on suit principalement Sam Carpenter, une jeune femme liée au passé de la saga, puisqu'elle est la fille de Billy Loomis, le tueur du premier film. Elle revient en ville après l'attaque de sa sœur Tara Carpenter qui devient immédiatement l'une des cibles de Ghostface. Autour d'elle, on découvre une nouvelle génération de personnages. Richie Kirch, Amber Freeman, Chad et Mindy Mix, Martin, qui sont liés à Randy du premier film. Et évidemment, les anciens reviennent, Sidney Prescott, Gail Weathers et Dewey Riley. L'un des points forts du film, c'est clairement cette transition entre générations. Le film essaie de passer le flambeau tout en respectant l'héritage. La scène autour de Dewey est d'ailleurs l'une des plus marquantes émotionnellement de toute la saga récente. Mais là où le film commence à poser problème, c'est dans son écriture. Il suit énormément la structure du premier Scream, les situations, les rebondissements, les interactions, tout donne une impression de déjà-vu. Le côté méta est présent, notamment avec des discours sur les requels, les fans toxiques et les attentes du public. C'est intéressant mais parfois un peu trop explicatif, presque forcé. Le twist final révèle Richie et Amber comme les tueurs. Leur motivation est directement liée à la toxicité des fans, ce qui est une idée moderne et pertinente. Mais le problème, c'est que le twist, il est assez prévisible, surtout pour les fans de la saga. Au box-office, le film est un succès, avec environ 140 millions de dollars dans le monde, ce qui relance complètement la franchise. Et en termes de pop culture, il remet Scream sur le devant de la scène, notamment auprès d'une nouvelle génération. Malgré cela, Scream 5 reste un film trop prudent. Il comprend parfaitement Scream, mais il n'ose jamais vraiment le réinventer. Et c'est pour ça qu'il est en dernier. Voilà, vous allez être un peu dur avec moi, mais c'est vrai que ce Scream 5, je l'ai mis en dernière position parce que déjà, au visionnage au cinéma, je me suis fait un peu chier. C'est un copier-coller de Scream 1. On savait que c'était le petit ami le tueur, donc qui est Richie et Amber. Ça se passe encore à la maison de Stu à la fin. Bon, ok, c'est un sorte d'héritage ou même un hommage à Wes Craven, mais je trouve qu'il est un peu raté. Et vous ?
Est-ce que ce Scream 5, eh bien, il mérite la dernière place ou alors il est un peu plus haut dans votre estime et un peu plus haut dans votre classement à vous? En 6ème position, je mets Scream 6, sorti en 2023. En 6ème position, Scream 6. Il change de décor et il quitte Woodsboro pour New York. Et ça, c'est une excellente idée. La ville apporte une nouvelle dimension. Plus de monde, plus de chaos et surtout une impression que Ghostface peut frapper n'importe où. L'histoire suit toujours Sam et Tara Carpenter, accompagnés de Chad et Mindy. On les retrouve après les événements du film précédent, essayant de reconstruire leur vie. Mais très vite, une nouvelle série de meurtres commence. Le film introduit aussi de nouveaux personnages, comme Danny, Quinn et Ethan, tout en ramenant Gale Weathers. L'un des points forts du film, c'est son rythme. Il est rapide, efficace, avec des scènes très marquantes, notamment dans le métro ou l'appartement. Ghostface est ici plus brutal, plus agressif, presque plus physique que dans les autres films. Mais le film a aussi un gros défaut. Il donne une illusion de danger sans vraiment prendre de risques. Certains personnages survivent à des situations improbables, ce qui casse un peu la tension. Le twist final révèle une famille entière derrière les meurtres, liés à Richie du film précédent. L'idée est intéressante, mais elle manque de subtilité et d'impact. Au box-office, Scream 6 est un gros succès, dépassant les 160 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus rentables de la saga. Mais malgré ses qualités, Scream 6 se rapproche parfois d'un slasher classique et perd un peu l'essence méta qui faisait force à la saga. Et c'est pour ça que je le mets en 6ème position. C'est vrai que mettre Scream 6 en 6ème position, c'est pas un choix anodin, c'est-à-dire que voilà, il y avait beaucoup d'opportunités sur ce film, que ça soit en dehors de Woodsboro, à New York, qui est une ville quand même qui est énorme, qui a beaucoup de possibilités au niveau de mise en scène, de meurtre. Eh bien le film, on n'a pas l'impression d'être à New York, on sent pas la grandeur de la ville. Et on sent pas non plus le danger qui peut subvenir vraiment partout. À part la scène bien sûr de l'épicerie avec Ghostface avec le fusil à pompe qui était incroyable, mais à part ça, eh bien, c'était un peu moyen, on va dire. Bon, ça veut faire quand même l'impasse sur le passé et prendre l'avenir avec Tara et Sam Carpenter, mais on ramène toujours les anciens dans le film, un peu comme avec Gale Weathers. Mais c'est vrai qu'avec la politique pour Neve Campbell qui voulait pas jouer dans ce Scream 6 parce que le cachet n'était pas important pour son statut dans la franchise, ce qui est quand même normal, je trouve, même si c'est une femme, eh bien, on sent que justement, il manque Neve Campbell dans ce film. Et justement, on va en parler plus tard dans la saga avec Scream 7, ce qui en découle par rapport à ce film. Et justement, eh bien, en 5ème position, j'ai mis Scream 7, sorti en 2026. À la 5ème place de mon classement, on retrouve Scream 7, le tout dernier épisode de la saga. Un film très attendu avec des retours de personnages emblématiques. Mais voilà, aussi un résultat qui divise les fans. Dans cet épisode, Sidney Prescott est de retour, désormais installé à Pine Grove, Indiana, et tente de reconstruire une vie normale avec sa famille. Mais comme toujours, Ghostface ne l'a pas oublié. Le tueur revient et cible directement la fille de Sidney, Tatum Evans, ce qui replonge la Final Girl dans l'horreur qu'elle pensait avoir laissée derrière elle. Au niveau retour des personnages historiques, nous avons Neve Campbell, Sidney Prescott, la survivante originelle de Ghostface, Courtney Cox, Gale Weathers, journaliste, autrice qui a toujours suivi la saga Ghostface, et bien entendu Matthew Lillard, Stu Maker en apparition via un deepfake IA. Le film parvient à reconnecter la saga avec son cœur émotionnel, la relation entre Sidney et sa fille. Voir une version plus vulnérable et protectrice de Sidney face à sa nouvelle vie, ça fonctionne bien visuellement et narrativement. On retrouve aussi Gale Weathers, ce qui apporte une vraie continuité humaine et narrative. Et même des clins d'œil aux anciens films via des deepfakes de personnages légendaires, comme Stu Maker ou Dewey, qui même si ça divise, montre une certaine audace. Le film met beaucoup l'accent sur le retour à l'héritage, mais parfois ça surcharge le scénario. On a vraiment l'impression que le film essaye trop de connecter les anciens épisodes plutôt que de développer une nouvelle identité forte. L'utilisation d'anciens personnages via IA comme Dewey ou alors Roman Bridger fonctionne comme un clin d'œil, mais parfois ça enlève l'impact réel aux nouveaux personnages, car on se concentre trop sur le passé. Le nouveau Ghostface a des motivations un peu floues par moments, obsession, admiratrice ou chaos. On est parfois entre les deux et ça sent que c'est pas totalement clair. L'un des axes du film est l'obsession. Le tueur veut faire de Tatum la prochaine grande survivante, presque comme un héritage tordu de Sidney. Scream 7 oscille entre hommage, fanservice et tentative de renouvellement. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse.
Il y a des moments vraiment efficaces, des personnages attachants, et on sent l'envie d'écrire un film qui respecte les anciens. Mais parfois ça ralentit l'efficacité slasher du récit. Pour moi, Scream 7 est intéressant, courageux dans ses idées, mais pas totalement réussi. Le film impose beaucoup sur le passé, sans réussir à complètement s'en écarter, ce qui lui coûte quand même une place plus haute dans mon classement. Voilà, si vous avez vu ma critique sur Scream 7, eh bien, si vous l'avez pas vu, voilà, il y a le petit épinglé juste ici pour pouvoir regarder la vidéo, qui est avec ou non spoil. Et c'est vrai que voilà, le film, j'ai bien aimé jusqu'à la révélation des tueurs, qui était vraiment très mauvaise, et surtout la motivation des tueurs, surtout le mobile, qui fait un peu cheap sur le reste de la saga, et c'est vrai que c'est le truc le plus important de la saga, c'est le twist final, c'est le truc qui te renverse sur tout, qui te dit « Oh mon dieu, j'avais pas pensé à lui, ceci, cela », et c'est vrai que dans tout le film, eh bien, on devine assez vite les tueurs et leurs convictions, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que, on va dire que le 3/4 du film, il était incroyable, il était ingénieux, surtout l'utilisation des deepfakes qui était vraiment marquant pour moi, on pense à Shoemaker, et je trouve que pour moi, le fait qu'il soit vraiment mort, eh bien, ça m'enlève un poids. Et je pense qu'ils ont bien fait de le laisser mort, justement. Parce que je pense que s'il aurait été vraiment vivant, eh ben, ça aurait enlevé tout l'impact du premier film. En 4ème position, je mets Scream 3, sorti en 2000. À la 4ème place, on retrouve Scream 3. Un film très particulier dans sa saga puisqu'il vient conclure la trilogie originale commencée avec Scream en 1996. Et c'est probablement l'épisode qui divise le plus parmi les fans, parce qu'il change énormément de ton et d'approche. Cette fois, l'histoire nous emmène à Hollywood, sur le tournage de Stab 3, le film inspiré des événements des précédents massacres évidemment. La fiction va rejoindre la réalité, puisqu'un nouveau Ghostface commence à tuer les membres de la production. On retrouve les personnages principaux de la saga, Sidney Prescott, toujours traumatisé et vivant isolé, Gale Weathers toujours en quête de vérité, et D-Way Riley impliqué malgré lui dans cette nouvelle vague de meurtres. L'un des points forts intéressants du film, c'est justement ce cadre hollywoodien. Scream 3 joue avec l'idée du film dans le film, critique l'industrie du cinéma et pousse encore plus loin le côté méta de la saga. Sur le papier, c'est une excellente idée, totalement dans l'esprit de Scream. Mais dans les faits, ça apporte aussi un ton beaucoup plus léger et parfois presque comique. Ça vient un peu casser la partie de la tension. Du côté des personnages, c'est très contrasté. Les anciens fonctionnent toujours aussi bien, surtout Sidney qui est ici plus vulnérable, plus marquée psychologiquement par tout ce qu'elle a vécu. On sent qu'elle est fatiguée, elle veut juste une vie normale. En revanche, les nouveaux personnages, notamment les acteurs de Stab 3, sont beaucoup moins mémorables. On s'y attache très peu et du coup, les meurtres sont beaucoup moins impactants. Concernant Ghostface, la menace est toujours présente, mais aussi clairement moins marquante que dans les deux premiers films. Le film mise moins sur la peur et davantage sur son intrigue et les révélations, ce qui change l'équilibre habituel de la saga. Et justement, le cœur du film, comme toujours dans les Scream, c'est le twist final. On découvre que le tueur est Roman Bridger, le réalisateur de Stab 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est directement lié à Sidney. Ce qui permet de connecter toute la trilogie et de donner une conclusion globale à l'histoire. Sur le papier, encore une fois, c'est une très bonne idée. Mais le problème, c'est l'exécution. Roman est un personnage assez peu développé avant la révélation. Donc l'impact émotionnel est limité. On comprend l'intention, mais ça manque de préparation et de profondeur pour vraiment marquer les esprits. Au final, le plus gros défaut de Scream 3, c'est clairement son manque de tension. Le film est moins violent, moins inquiétant et parfois léger dans son ton. On est plus dans un divertissement méta que dans un vrai slasher tendu et oppressant comme dans les premiers. Ça reste un film agréable qui conduit correctement la trilogie et apporte des réponses importantes. Mais il perd une partie de ce qui faisait la force de Scream. Moins de peur, moins d'impact, et des personnages secondaires oubliables. Ce qui explique pourquoi je le place à la 4ème position. Et oui, Scream 3 est quand même dans mon top 4 de la saga, parce que je trouve que, voilà, Roman Bridger est l'un des meilleurs Ghostface de toute la saga, malgré qu'ils l'ont assez peu développé dans tout le film, mais je trouve que quand même, c'est le seul Ghostface qui agit seul dans un film, parce que d'habitude, soit ils sont deux, ou soit ils sont en famille, voilà, par rapport à Scream 6, mais c'est le seul qui a agi tout seul quand même. Donc c'est l'un quand même des plus importants, qui est quand même le frère de Sidney,
et je trouve que la relation marchait vraiment bien, à part que voilà, on aurait voulu un peu plus de développement sur Roman dans le film juste avant la révélation, ce qui aurait quand même voilà, donné un petit peu plus d'impact au twist final, c'est tellement dommage, mais voilà, il est quand même en 4ème position, c'est un film qui est assez apprécié, et en plus cela se passe à Hollywood, et on va dire qu'on n'est pas à Woodsboro, mais il marche mieux que Scream 6. Allez, on rentre dans le podium, à la 3ème position, je mets Scream 2, sorti en 1997. À la 3ème place, on retrouve Scream 2, et là, on parle d'une suite qui a parfaitement compris ce qu'elle devait être. Parce que faire une suite à Scream était presque impossible. Le premier film avait déjà déconstruit tous les codes du slasher. Alors, qu'est-ce qu'il restait à faire? La réponse est simple, analyser les suites elles-mêmes. L'histoire se déroule 2 ans après les événements du premier film. Sidney Prescott essaie de reconstruire sa vie entre l'université et elle tente d'avancer pour tourner la page, mais évidemment le passé ne la lâche pas. Très rapidement, une nouvelle série de meurtres commence, toujours signé Ghostface, et cette fois le contexte est encore plus intéressant. Les événements de Woodsboro ont été adaptés en film, intitulé Stab. Dès l'intro, le ton est donné avec une scène d'ouverture dans un cinéma, où le public regarde Stab, avant que la fiction ne devienne réalité. C'est brillant, parce que Scream 2 ne se contente pas d'être qu'une suite. Il parle des suites, mais aussi de la manière dont la violence devient du spectacle. On retrouve évidemment des personnages principaux, Sidney Prescott toujours marquée, mais plus forte, plus méfiante, Gail Weathers toujours plus ambitieuse, et Dewey Riley qui revient une nouvelle fois malgré lui dans cette spirale de violence. Mais le film introduit aussi de nouveaux personnages très importants. Randy Meeks, qui devient encore plus central dans ce côté méta, notamment avec sa fameuse scène où il explique les règles des suites, Mickey Altieri, étudiant en cinéma qui semble fasciné par la violence et les médias, et Derek, le petit ami de Sidney qui apporte une dimension plus émotionnelle et humaine à son personnage. Et c'est là que Scream 2 est très fort, il développe ses personnages. Sidney est plus seulement une survivante, c'est quelqu'un qui essaie de vivre avec son traumatisme. Elle est plus prudente, plus intelligente, mais aussi plus vulnérable émotionnellement. On sent qu'elle veut une vie normale, mais que ce monde ne lui laisse pas cette possibilité. Le film joue aussi énormément avec la paranoïa. Tout le monde est suspect, chaque personnage peut être le tueur, et contrairement à beaucoup de suites, Scream 2 ne recycle pas simplement la formule du premier, il l'amplifie. En termes de mise en scène, le film est extrêmement efficace. Il propose des scènes devenues cultes, comme la séquence de la voiture de police, où Sidney et Ali doivent passer devant Ghostface inconscient. Une scène tendue, silencieuse, brillante dans sa réalisation. Ou encore la scène du théâtre, avec une ambiance beaucoup plus sombre et théâtrale. Mais là où Scream 2 brille vraiment, c'est dans son analyse des suites. À travers Randy, le film explique que dans les suites doivent être plus grandes, plus violentes, avec plus de victimes, et justement le film applique ses propres règles. Il est plus ambitieux, plus large, plus intense que le premier. Arrivons maintenant au moment clé, le twist final. Comme toujours dans un Scream, tout se repose à la révélation du tueur. Ou plutôt des tueurs. On découvre que Ghostface est en réalité Mickey, accompagné de Debbie Salt, qui est en fait la mère de Billy Loomis, le tueur du premier film. Et là, le film fait quelque chose de très intelligent. Mickey représente la fascination moderne pour la violence, les médias, la célébrité à travers le crime. Il veut devenir célèbre grâce à ses meurtres. Et la mère de Billy Loomis, elle incarne la vengeance, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus émotionnelle. Ce double twist fonctionne très bien, parce qu'il mélange deux motivations différentes, la célébrité et la vengeance. Et ça correspond parfaitement à l'évolution de la saga. Même si certains trouvent que Madame Loomis est moins présente avant la révélation, le twist reste solide, cohérent et surtout très satisfaisant. Au box-office, Scream 2 est un énorme succès. Le film dépasse les 170 millions de dollars dans le monde, confirmant que la saga n'est pas un simple phénomène passager, mais une véritable franchise. Et en termes de pop culture, son impact est énorme. Il consolide les règles du slasher moderne, il influence directement toutes les suites qui vont suivre dans les années 2000. Et il prouve qu'une suite peut être intelligente, méta et pertinente. Mais malgré toutes ces qualités, Scream 2 n'est pas premier. Pourquoi ? Parce qu'il manque ce côté révolutionnaire du premier film, et l'audace totale de certains épisodes. Scream 2 est une suite brillante, maîtrisée, intelligente, mais il reste une suite. Et dans une saga comme Scream, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il mérite largement sa place dans le podium à la 3ème position. Scream 2 fait partie de l'une des meilleures suites d'un premier film d'une saga. À quelques exceptions près, par exemple Child's Play 2 qui est pour moi peut-être meilleur que le premier, et Halloween 2 de Rick Rosenthal
qui est quand même une très très bonne suite à celui de John Carpenter, mieux travaillé. Je trouve que l'attention avec Michael Myers est mieux et surtout son iconisation qui était incroyable. Si vous remarquez bien, les iconisations de tueurs marchent mieux dans le deuxième. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que j'ai mis à la troisième place Scream 2. Je trouve que c'est une très très bonne suite au premier, ça se suit très bien. Les personnages sont très très bien développés. Donc, why not? Pourquoi pas? Donc, est-ce que ce Scream 2, vous le mettez en troisième position, en premier, en deuxième? Je sais pas, dis-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre classement et pour pouvoir aussi en discuter. Vous avez deviné, à la deuxième position, j'ai mis Scream 4, sorti en 2011. À la deuxième place, on retrouve Scream 4. Et pour moi, c'est clairement le film le plus sous-estimé de la saga. Un film qui, avec le recul, était un peu en avance sur son temps. Et qui, aujourd'hui, est presque devenu prophétique. L'histoire se déroule 10 ans après les événements de Scream 3. Sidney Prescott revient à Woodsboro pour la promotion de son livre, une sorte de témoignage sur sa vie et son traumatisme. Elle est devenue une survivante, une figure publique, presque un symbole. Mais évidemment, son retour va coïncider avec une nouvelle vague de meurtres. Ghostface est de retour, et cette fois-ci, il cible une nouvelle génération, notamment Jill Roberts, la cousine de Sidney et ses amis. Dès le début, le film annonce son intention. On est dans une nouvelle ère, une ère dominée par Internet, les réseaux sociaux, la viralité. Et contrairement à beaucoup de films de l'époque, Scream 4 ne se contente pas d'utiliser ces éléments de surface. Il les critique en profondeur. On retrouve les personnages emblématiques. Sidney Prescott, toujours aussi forte mais marquée par son passé. Gail Weathers, qui lutte pour rester pertinente dans un monde médiatique en mutation. Et Dewey Riley, devenu shérif à Woodsboro. Mais le film introduit surtout une nouvelle génération. Jill Roberts, Kirby, Charlie et Robbie. Et c'est là que le film fait quelque chose de très intéressant. Il crée un miroir entre les anciennes et les nouvelles générations. Jill est une sorte de nouvelle Sidney, Kirby représente la fan de films d'horreur passionnée et consciente de ses codes, et tout le groupe incarne cette jeunesse obsédée par l'image, la popularité et la reconnaissance. Et c'est là que Scream 4 devient brillant. Le film ne parle plus seulement de films d'horreur, il parle de notre société, une société où exister c'est d'être vu, où la célébrité peut être atteinte par n'importe quel moyen. En termes de mise en scène, le film est très efficace. On retrouve une vraie tension avec des scènes nerveuses, violentes et un rythme plus moderne. Ghostface devient une menace imprévisible, plus brutale que dans Scream 3. Mais là où Scream 4 passe dans une autre dimension, c'est avec son twist final. On découvre que les tueurs sont Charlie et surtout Jill Roberts. Et là, le film frappe très fort, parce que Jill n'est pas motivée par la vengeance, ni par la folie, mais par la célébrité. Elle veut devenir la nouvelle survivante. Elle veut être la nouvelle Sidney Prescott, elle veut être célèbre. Et ce qui rend ce twist exceptionnel, c'est qu'il est à la fois choquant, logique et terriblement réaliste. Jill incarne parfaitement cette génération, prête à tout pour exister, même à créer sa propre tragédie. La scène où elle se blesse elle-même pour simuler une attaque est d'ailleurs l'une des plus marquantes de toute la saga. Elle est violente, dérangeante et surtout incroyablement symbolique. Scream 4 pousse le concept de la saga plus loin. Il ne se contente plus de jouer avec les règles du cinéma, il montre comment la réalité dépasse la fiction. À sa sortie, le film n'a pas été un énorme succès au box-office, avec environ 97 millions de dollars dans le monde, ce qui est en dessous des attentes, mais avec le temps, il est devenu culte. Aujourd'hui, beaucoup de fans le considèrent comme l'un des meilleurs, notamment grâce à son twist, son message et sa modernité. Il a même gagné en popularité avec l'explosion des réseaux sociaux qui ont rendu son propos encore plus pertinent. Mais alors, pourquoi il n'est pas premier? Parce que malgré toutes ses qualités, Scream 4 reste une suite, un excellent film, intelligent, visionnaire, mais qui s'appuie encore sur les bases posées par le premier. L'impact de Scream 4 est immense aujourd'hui, mais celui du premier film est tout simplement historique. Scream 4 mérite largement sa place sur le podium, et même très proche de la première place, mais il reste juste en dessous, et c'est pour ça qu'il est le numéro 2. Et ça a toujours été, depuis le début que je regarde Scream, pour moi, quand Scream 4 est sorti, c'était une méga claque. Alors déjà, l'actrice Emma Roberts, qui est dedans, qui est l'une de mes actrices préférées, pourquoi pas même l'actrice préférée que je kiffe par-dessus tout, est excellente dans le film. Sidney Prescott est incroyable. Le seul côté négatif du film, on va dire, c'est l'image. L'image est très lisse, l'image est un peu jaunâtre, on va dire, parce qu'en fait le film a été filmé
en tout numérique. Et justement, ils n'avaient pas encore les moyens actuels justement pour rendre une image un peu plus naturelle comme la pellicule. Et c'est pour ça qu'on a ce filtre un peu jaunâtre qui est un peu dégueulasse. Et j'espère justement que dans le remaster 4K, ils vont enlever ce foutu filtre jaune. Parce qu'en vrai, le film mérite vraiment une seconde chance. Et pour moi, le mettre en deuxième place, bah, il le mérite totalement. Il a fait mieux que ses autres suites. À part le 2 quand même qui est très très bon, mais personnellement j'ai plus apprécié le film en globalité sur le 4 et en vrai bah, le twist au final, la révélation des tueurs et le mobile est très très bon, pas mieux que le premier, mais voilà, il est très très bon, c'est pour ça que je le mets en deuxième place. Et bien vous l'avez deviné hein, bah oui, en première position, l'indétrônable, et bien j'ai mis Scream, sorti en 1996. Et évidemment, à sa première place, on retrouve Scream. Mais en réalité, parler de Scream comme dans un simple numéro 1, ce n'est pas suffisant, parce que Scream, ce n'est pas juste le meilleur film de la saga, c'est un film qui a complètement changé le cinéma d'horreur. En 1996, le slasher est en perte de vitesse, les franchises comme Halloween ou Vendredi 13 se répètent, et le public se lasse, et le genre commence à mourir doucement. Et c'est là que Scream arrive, et fait exactement l'inverse de tous les autres films. Au lieu de suivre les codes, il les démonte. Dès la scène d'ouverture, le film pose ses règles, on suit Cassie Baker. Seule chez elle, elle reçoit un appel, une conversation banale, qui devient rapidement un jeu dangereux autour des films d'horreur. Et en quelques minutes, le film installe une tension incroyable, avant de complètement choquer le spectateur. Parce que Scream fait quelque chose de révolutionnaire. Il tue son personnage principal dès le début, et ça envoie un message très clair. Personne n'est en sécurité. Ensuite, on découvre Sidney Prescott, véritable cœur du film, une adolescente marquée par la mort de sa mère, Maureen Prescott, et qui va devenir la cible principale de Ghostface. Contrairement aux héroïnes classiques du slasher, Sidney est intelligente, lucide, consciente des codes. Elle ne subit pas l'histoire, elle la combat. Autour d'elle, on retrouve des personnages devenus cultes. Guy Weathers, journaliste opportuniste mais essentiel à la vérité. Dewey Riley, le policier maladroit mais attachant. Et surtout, Randy Meeks, véritable encyclopédie du cinéma d'horreur, qui explique les règles pour survivre dans un slasher. Ne pas dire « je reviens », ne pas consommer de drogue ou surtout ne jamais avoir de relations sexuelles. Et c'est là toute la force de Scream. Le film, c'est qu'il est un film d'horreur et il joue avec ça en permanence. Les personnages connaissent les clichés, les commentent et pourtant ils tombent dedans. La mise en scène de Wes Craven est brillante. Chaque scène est construite pour créer de la tension. Les appels téléphoniques, les silences, les faux suspects, tout est pensé pour maintenir un suspense constant. Ghostface devient immédiatement une icône. Contrairement à d'autres tueurs, il est humain. Il tombe, il se trompe, il improvise. Et c'est justement ça qui rend encore plus inquiétant. Mais le véritable coup de génie du film, c'est son twist final. On découvre que les tueurs sont Billy Loomis et Stu Maker. Et c'est ce qui rend cette révélation parfaite. C'est qu'elle est à la fois surprenante et totalement logique. Tous les indices étaient là. Le film joue avec nous du début à la fin. Billy représente le côté manipulateur, froid, calculateur. Stu, lui, il apporte une dimension plus chaotique, presque imprévisible. Ensemble, ils créent une dynamique unique, ce qui rend le final encore plus intense. Leur motivation est volontairement floue, presque dérangeante. Il n'y a pas de grande justification, pas de message clair. Et c'est justement ça qui rend le film réaliste, et c'est encore plus inquiétant. La dernière partie du film, dans la maison, c'est un modèle de tension. Tout s'enchaîne parfaitement. Les révélations, trahison, violence, jusqu'à un final explosif. Et au-delà du film lui-même, Scream a eu un impact absolument énorme. Au box-office, le film dépasse les 170 millions de dollars dans le monde, ce qui est énorme pour un film d'horreur à l'époque. Mais surtout, il relance complètement le genre. Après Scream, le slasher revient en force. Des films comme Souviens-toi l'été dernier, ou alors Urban Legend, voient le jour. Toute une génération de films s'inspire directement de son ton, de son écriture et de son côté méta. Ghostface devient une icône de la pop culture, le masque est reconnaissable partout, les répliques deviennent cultes et le film influence encore aujourd'hui dans le cinéma d'horreur. Mais ce qui rend Scream vraiment unique, c'est qu'il reste toujours aussi efficace aujourd'hui. Même en connaissant le twist, même en ayant vu des dizaines de slashers, le film fonctionne encore. Parce qu'il ne repose pas seulement sur la surprise, mais sur une écriture intelligente, des personnages forts et une compréhension parfaite de son propre genre. Scream n'est pas juste un film d'horreur, c'est une analyse du cinéma d'horreur, une révolution, un classique intemporel. Et c'est pour ça qu'il est, sans aucune hésitation,
le meilleur film de toute la saga. La saga Scream est unique parce qu'elle a toujours su évoluer avec son époque, tout en gardant son identité. Chaque film apporte quelque chose, même ceux qui divisent. Mais une chose reste sûre, personne n'échappe à Ghostface. Alors, dis-moi en commentaire quel est ton classement de la saga Scream. J'attends avec impatience votre classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est très important parce qu'il y aura quand même pas mal de vidéos qui vont sortir prochainement. Voilà, j'y travaille quand même. C'est vrai que je vous l'avais promis cette vidéo, elle est arrivée un peu en retard, mais enfin, elle est là. Et surtout, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de mettre aussi le gros pouce bleu de l'horreur. Ça donne du soutien à ma vidéo et à mon travail. Alors, merci d'avoir regardé, vraiment. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.